Merci, Madame Beauchamp. Nous allons maintenant passer à la remise des prix d'excellence de l'Université du Québec. Les prix d'excellence sont décernés par l'Assemblée des gouverneurs afin de mettre en valeur le travail effectué en recherche et création, en enseignement et en gestion. Cette année, 7 prix d'excellence seront décernés dans ces catégories. Les lauréats des prix d'excellence en recherche et création et en enseignement recevront chacun une bourse de 15 000 $. Quant aux lauréats des prix en gestion, volet carrière et volet réalisation, ils se verront chacun rembourser l'achat d'une œuvre d'un artiste québécois d'une valeur de 2 500 $. Afin de nous faire découvrir ces lauréats, la journaliste Josée Thibault de Radio-Canada, bien connue notamment pour son travail de courriériste, courriériste parlementaire à Québec et à Ottawa et pour sa participation à l'émission Enquête, a accepté à nouveau de mettre ses talents de reporter au service de l'Université du Québec. Madame Thibault est, comme je vous le rappelle depuis quelques années déjà, une fière diplômée en communication de l'Université du Québec à Montréal. Madame Thibault, je vous cède la parole. Bonjour à tous. C'est évidemment un plaisir renouvelé pour moi que de participer encore cette année à la remise des prix d'excellence de l'université. J'étais très contente qu'on me demande à nouveau de faire cet exercice parce que c'est tellement intéressant que de rencontrer les lauréats, d'abord au téléphone parce que je leur parle avant pour savoir qui ils sont, et ensuite en personne, que c'est un plaisir renouvelé à chaque année. Carriériste parlementaire... C'est qu'il y a tellement de mes collègues qui ont décidé de faire de la politique après avoir cessé de faire du journalisme que... Mais je vous rassure tout de suite, ce n'est pas mon intention. Même si ma carrière de journaliste se termine cette année, je le dis parce que j'ai décidé de passer à autre chose dans le courant de l'année. Voilà. Cela dit, je vais donc inviter la première des lauréats, qui est en fait une lauréate, à venir me rejoindre ici. C'est Mme Monique Régimbald-Zébert de l'UQAM qui remporte le prix Recherche et création volet carrière. Mme Régimbald-Zébert, vous allez le comprendre dans l'entrevue, est vraiment ce qu'on appelle une figure marquante du milieu des arts au Québec. Madame, si vous voulez m'accompagner. Comme on m'a prévenu que cette année, on essaie de rester dans les temps, j'ai apporté mon chronomètre personnel pour essayer de... Vous avez tous la réputation d'être déjasés. Je l'ai constaté moi-même quand j'ai fait les appels téléphoniques pour faire connaissance avec les lauréats cette année. Donc, Mme Régimbald-Zébert, bonjour d'abord. Alors, écoutez, vous avez commencé à enseigner quand même assez tard dans votre carrière. Vous aviez déjà donc un bon bagage artistique à présenter, à proposer aux étudiants. Diriez-vous que ça vous a bien servi dans la rencontre que vous avez eue avec les étudiants? Je dirais que c'est indispensable. Il n'y a pas d'autre chemin possible. Attendez un instant. Mais oui, le voilà. Bon. Il est là, très bien. Alors, je dirais que c'est indispensable. Il n'y a pas d'autre chemin possible. Parce que pour des étudiants Descendez-le un petit peu. Je le descends un petit peu. Parce que sans ça, ça va. Ça, c'est les minutes qui s'en vont tranquillement. Je vous enlève 10 secondes. C'est bon. Tout simplement parce que les étudiants qui viennent là, on n'oublie pas quand même que le fait que l'art soit à l'université est un phénomène relativement récent et que c'est dans un modèle américain. Donc, on a quitté les modèles européens tels qu'on les voit en France ou en Allemagne, où on a les écoles de beaux-arts. Donc maintenant, tout se fait à l'université. Est-ce que... Mais là, j'attends, je n'ai pas fini. Je vous dis ça comme ça. Alors, tout simplement, les étudiants qui arrivent pour faire un diplôme en art, ils s'attendent à recevoir un diplôme universitaire d'une part, mais à être formés comme artistes d'autre part. Alors, pour eux, les gens qui les forment doivent arriver avec, je dirais, des outils, une crédibilité et avoir déjà fait la preuve qu'ils sont eux-mêmes des artistes actifs et qu'ils ont déjà commis des œuvres et construit une œuvre.
Et que donc, c'est à partir de cette expérience-là qu'on s'adresse aux étudiants d'abord. Et donc, il faut être un artiste ayant déjà produit et continuant à produire pour pouvoir persuader, entre guillemets, la personne qu'elle est aussi un artiste, parce que ça ne doit pas être évident. En termes très, très simples, en termes d'atelier, pour des étudiants en art, il faut que le professeur ait mouillé sa chemise. On le dit comme ça. Mm-hmm. Donc, qu'on ait l'expérience du terrain de l'art, de la création, et donc aussi qui sachent qu'ils ont devant eux quelqu'un qui comprend à la fois leurs doutes, leurs hésitations et leurs ambitions. Et comment ça se traduit concrètement avec les étudiants? De toutes les manières possibles et impossibles. Alors, il y a plusieurs figures de cas, mais je vous dirais que c'est comme un travail de terrain. Alors, ça se traduit d'abord dans l'université, un rappel constant que oui, on est en art, mais on a quand même aussi une responsabilité. On est dans l'université, on n'est pas dans l'improvisation. Il y a des programmes, il y a des cours, il y a des exigences et il faut aller au-devant de ça. Et ça, je trouve assez intéressant aussi parce qu'à l'université, tout d'un coup, un étudiant en art se retrouve en contact avec les autres de la société. Pour moi, les Beaux-Arts, c'est vraiment une école qui était en retrait, intéressante évidemment, mais en retrait. L'université ramène une couche de responsabilité. Et c'est un avantage? Absolument. C'est un avantage aller-retour. C'est un avantage pour les étudiants en art de s'apercevoir que la liberté de l'artiste est accompagnée d'une responsabilité qui est sociale. Je regrette, c'est comme ça. Ils sont devant des collègues qui sont dans d'autres disciplines, qui travaillent fort aussi, qui vont devoir aussi participer à une vie collective et sociale. Les jeunes artistes se voient déjà comme étant les porte-étendards d'une culture. Mais ils se rendent compte tout d'un coup qu'ils sont avec d'autres et que l'échange commence maintenant. Je dis tout le temps qu'on ne fait pas d'art seul. Et je pense qu'à l'université, c'est vraiment un des premiers effets de conscience qu'on ait. Mais pourtant, on imagine souvent que l'artiste est un solitaire. L'artiste peut être un solitaire, ça ne fait quand même aucun doute qu'il ne fait pas d'art seul. Il y a une grosse différence entre le solitaire dans son atelier. D'ailleurs, il y a plein de chercheurs qui, quand ils commencent à écrire un article ou un livre, ils s'enferment aussi. Mais ils étaient dans le labo avant et ils étaient avec d'autres avant. Et je pense qu'on n'arrive pas dans l'atelier avec la tête vide. On a rencontré des gens, on a eu des échanges, on a eu des expériences et ça rentre dans l'atelier avec nous. Non seulement ça, mais quand on sort l'œuvre de l'atelier, encore une fois, on ne fait pas d'art seul. Ça prend des gens qui sachent accrocher les tableaux, mettre en scène, qui sachent présenter ça, faire des catalogues, écrire des livres, sensibiliser. Donc, on est encore avec des gens. Vous parlez comme de l'art, de l'artiste et de l'enseignant en art comme de quelqu'un qui a un engagement social. Complètement. Je ne peux pas concevoir qu'on pense faire de l'art, veuille en faire, s'engage à en faire, sans justement l'engagement. C'est un engagement. Sans engagement, ça meurt et ça meurt très, très vite. De toute façon, il y a dans la vie d'un créateur ou d'un artiste, il y a des moments, des périodes très, très creuses où la solitude encore là revient. S'il n'y a pas eu engagement, c'est mort, ça meurt là. Cet engagement, vous l'avez encore et vous allez le poursuivre? Terrain. Je suis une personne de terrain. Malgré l'atelier est un terrain, mais au sortir de l'atelier, encore une fois, cet engagement-là est indéfectible. Madame Régin-Balzébert, bravo pour votre prix Recherche et création en voie la carrière. Merci mille fois. Vous me laissez le micro. Je le répète. Les personnes qui sont venues au cours des années passées le savent, ce n'est pas toujours possible d'avoir avec nous tous les lauréats des prix d'excellence. Alors cette année,
comme de fait. Il y a au moins 2 personnes qui ne pouvaient être là. Donc, l'autre prix d'excellence en recherche et création volet carrière, et non pas le deuxième, simplement l'autre, est remis à M. Marc-André Bernier, qui est professeur au département des lettres et communications sociales de l'UQTR. Comme il ne pouvait pas être avec nous, je l'ai rencontré cet été au mois de juillet à l'Université du Québec, et je pense que je vais changer de place. Je vous présente l'entrevue que j'ai faite avec lui au début du mois de juillet. Bonjour, professeur Bernier. Bonjour. D'abord, on va dire que vous êtes un spécialiste de ce qui se dit, mais qui a été écrit. Est-ce que je me trompe? Ça serait une assez bonne définition, puisqu'en effet, mon travail porte essentiellement sur la rhétorique et son histoire. Et la rhétorique, c'est un art de dire, mais un art de dire, quand on est historien de cet art de dire, on ne le connaît que par des témoignages écrits, que par des textes. Alors, de ce point de vue-là, votre remarque est tout à fait juste, oui. Et pourquoi c'est si important d'étudier cette rhétorique, mais du 18e siècle? Parce que c'est là qu'est votre champ d'expertise. Oui. Alors, la rhétorique, c'est d'abord un savoir, il m'est difficile de répondre sans faire d'abord une petite parenthèse. C'est un savoir inscrit dans la très longue durée historique, inventé dans l'Antiquité par les Grecs et les Romains, et qui renaît, comme la plupart des savoirs antiques, au 16e siècle, à la Renaissance, et qui se développe au 17e et au 18e siècle. La particularité de ce savoir, ce qui rend le travail historique nécessaire, c'est que c'est un savoir qui a disparu, qui a cessé d'être enseigné à partir du 19e siècle et pendant une bonne partie du 20e siècle. Et de là, la nécessité d'en refaire l'histoire, pardonnant une longue amnésie de 2 siècles. Et c'est d'autant plus essentiel de faire de nos jours que, de même qu'au XVIIe et XVIIIe siècle, où l'humanité faisait pour la première fois l'expérience d'une société du spectacle, nous refaisons à nouveau, à la fin du XXe siècle et au début du XXe siècle, nous refaisons à nouveau cette expérience d'une société du spectacle. Alors, de ce point de vue-là, la réflexion rhétorique qui s'est développée au XVIIe, XVIIIe siècle est très parlante pour des gens qui, comme nous, vivons dans un espace médiatique, comme il y a 2 siècles. Cependant, je crois que le domaine disciplinaire qui est le mien est éclairant pour la période contemporaine de ce point de vue, puisque dans les 2 cas, il s'agit de 2 époques historiques qui font cette expérience d'une société du spectacle. Dans le cas du 17e, 18e, parce que ça correspond à l'avènement des sociétés de cour, dont l'emblème est la Galerie des Glaces à Versailles. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire que, vous savez, l'une des grandes figures de la société de cour qui a construit, dans le domaine français, ces sociétés de cour, Louis XIV, aménage un château à Versailles, dont le centre est la Galerie des Glaces, qui, en quelque sorte, symbolise cette société du spectacle, des sociétés de cour, dans la mesure où c'est une grande galerie tapissée de miroirs et qui fait en sorte que la vie sociale se trouve indissociablement lié à une mise en scène, à une représentation, à une image de soi, à un souci de l'image de soi. Et ce choix de recherche et d'enseignement que vous avez fait, qui touche à la rhétorique, vous m'avez dit, quand on s'est parlé précédemment, que ce n'était ni un choix, ni quelque chose qui vous a été imposé, mais plutôt un heureux hasard. Un heureux hasard, en fait, un parcours s'inscrit toujours dans une histoire. C'est peut-être mon tour d'esprit historien qui me fait envisager même les parcours individuels à la lumière en fonction d'une histoire, en fonction d'une généalogie. Mais dans mon cas, il y a 2 points d'ancrage de ce parcours. D'une part, étudiant à la maîtrise, j'avais fait un mémoire de maîtrise sur un ouvrage d'un philologue allemand, l'une des grandes figures de la critique littéraire allemande du XXe siècle, qui s'appelle Erich Auerbach, qui avait écrit un texte intitulé Figura, sur l'histoire de l'invention des mots-figures, c'est-à-dire l'une des notions centrales de l'histoire de la rhétorique, et j'en avais fait la traduction. Ça a été mon mémoire de maîtrise, mais le premier point d'ancrage, je dirais, de mon parcours ultérieur, c'est-à-dire cet intérêt pour une notion phare de la pensée rhétorique, celle de figure, qu'on retrouve dans l'expression fréquente de figure de style, par exemple. Et l'autre point d'ancrage, mon intérêt pour la littérature du 18e siècle, qui, lui, c'est lié aux premières expériences de lecture de la jeunesse et de l'adolescence. Je garde un souvenir enchanté d'un texte comme Manon Lescaut. Alors, et c'est ces 2 points d'ancrage, l'expérience des lectures enchantées,
lié à la découverte d'un certain nombre de textes du 18e siècle d'une part, et d'autre part, un parcours intellectuel orienté vers l'histoire de la rhétorique qui s'est amorcé autour du mémoire de maîtrise, je dirais qui est à l'origine du parcours qui a été le mien par la suite. Et une des choses que vous faites depuis 10 ans, et c'est quand même assez intéressant, c'est que vous aidez à participer à la création d'un catalogue informatique qui va peut-être permettre de sauver, est-ce qu'on peut dire ça, certains bijoux qui sont cachés dans des couvents ou dans des institutions où ça a été, pour ainsi dire, abandonné? Oui, c'est du moins notre espoir. M'étant intéressé à l'histoire de la rhétorique, j'avais beaucoup travaillé dans des fonds d'archives qui étaient en France. Ma thèse de doctorat portait sur les rapports entre romans libertins et histoire de la rhétorique. Et je m'étais aperçu, quand je suis entré en fonction à l'Université du Québec à Trois-Rivières, je me suis aperçu qu'au Québec, on possédait également des fonds très riches sur l'histoire de l'enseignement de la rhétorique. Et c'était là le moment initial de mon intérêt pour les fonds anciens au Québec. Et je me suis aperçu que ces fonds anciens étaient souvent dans d'anciens collèges, dans d'anciennes maisons d'enseignement, qui ne disposaient pas nécessairement toujours des ressources pour en faire un inventaire. Alors, quand l'Université du Québec à Trois-Rivières m'a proposé d'être titulaire d'une chaire de recherche du Canada, en même temps, je devais monter un projet d'infrastructure de recherche. Et c'est dans ce contexte-là que l'idée m'est venue de faire cet inventaire, de proposer cet inventaire. L'idée m'est venue en grande partie, c'est beaucoup dire, c'est Bibliothèque Archives nationales du Québec nourrissait ce projet. Et comme nous organisions un colloque ensemble, il y a eu encore là une rencontre d'intérêts communs qui a permis l'émergence de ce projet, qui est réalisé avec donc BANQ et la Bibliothèque de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et là, on y travaille depuis 10 ans. On a fait l'inventaire des collections anciennes d'institutions comme le Collège Brébeuf à Montréal, le Collège de Saint-Hyacinthe. Alors, je constate qu'après toutes ces années, la passion est encore très, très présente pour vous, professeur Bernier. Merci beaucoup. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Pour ceux qui s'intéressent à la rhétorique moderne, écoutez les discours qui sont faits par nos élus lors des... En fait, j'allais dire, au moment où il y a des projets de loi qui sont étudiés, qui doivent parfois y aller pour des longues périodes d'études, ils sont obligés de faire des discours pour remplir du temps. Alors, ils font appel à ce que le professeur Bernier étudie, la rhétorique. C'est très intéressant. Moi-même, j'ai fait œuvre rhétorique pendant presque toute ma carrière, de toute façon. Autour maintenant du prix d'excellence en recherche et création, volet réalisation. Ce prix-là est remis cette année à Jean-Paul Quéhinec du département des arts et lettres de l'UQAC. Monsieur Quéhinec non plus ne pouvait pas être présent aujourd'hui ici à Québec et l'entrevue a été réalisée par Skype alors qu'il était en Europe. Ce qui fait que je vous demande un petit peu d'indulgence parce qu'il y a parfois un petit peu de problème avec le son qui n'était pas toujours bon en raison de la connexion Internet que nous avions. Alors, soyez légèrement indulgents. Voici l'entrevue avec M. Quéhinec. Bonjour, M. Quéhinec. Bonjour. Vous êtes à l'UQAC depuis 2008. J'aimerais savoir, en fait, dans un premier temps, qu'est-ce qui vous a, est-ce qu'on doit dire, attiré ou séduit dans le programme qui était offert à l'UQAC et pour lequel vous êtes professeur? Les deux termes sont possibles, effectivement. Je pense qu'il y a eu d'abord une sorte de fraternité avec le programme, c'est-à-dire il propose une démarche interdisciplinaire à laquelle je crois beaucoup et sur laquelle je travaille beaucoup. Donc je me suis senti vraiment en affinité avec cette formation et attiré aussi parce que c'est une formation qui existe depuis un certain temps, donc elle est structurée, elle a de l'ambition. Elle permet vraiment à des étudiants et des professeurs un déploiement que moi, je n'avais pas vu nulle part ailleurs, donc forcément intrigué par la faisabilité d'un tel programme. Et vous m'avez dit, ce type de programme-là, ça me nourrit, ça me stimule et ça mobilise. Qu'est-ce que vous voulez dire? Dans le sens où c'est un programme qui invite à un esprit d'ouverture, qui invite à la curiosité, qui invite à la rencontre, qui invite aussi au partage. C'est-à-dire que l'interdisciplinarité, il ne faut pas vivre un repliement sur soi, ça ne marche pas, il ne faut pas se contenter de ces notions historiques, disciplinaires. Il faut prendre le risque de rencontrer quelqu'un qu'on ne connaît pas, une technique, une méthode qu'on ne connaît pas, un langage, une histoire,
Et donc forcément de, de se mobiliser dans le sens où d'être à l'écoute de l'autre. Donc c'est ça qui crée une sorte d'engagement qui me plaît beaucoup dans l'interdisciplinarité. C'est le minimum. On ne peut pas se reposer sur un savoir-faire, sur des repères acquis. On est obligé de vivre un vrai déplacement. Et est-ce que vous diriez que vous êtes, en raison de ce vaste cursus, si on peut dire, plus un chercheur, plus un artiste ou plus un professeur ou un subtil mélange des trois? Ah, j'espère un subtil mélange des trois. Moi, je suis pour le métissage. Ma migration est le fruit de ça, de ce désir-là. Oui, j'espère un mélange des trois. J'espère ne pas être quelqu'un d'univoque, mais quelqu'un qui est capable à la fois de chercher et de sa recherche nourrir sa pédagogie et de sa pédagogie créer des rencontres. J'essaie à l'intérieur de mes cours d'inviter des gens, par exemple, des professionnels, pour venir témoigner de parcours, d'histoires, de choses singulières qui ne sont pas toujours celles qu'on a le temps d'enseigner sur le plan académique. Une des particularités de votre recherche et de votre pédagogie, ça touche à la dramaturgie du son. C'est quand même quelque chose de très, je vais dire original. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi on parle? Oui, c'est original, je l'affirme, c'est original, parce qu'on a un grave problème avec l'histoire du théâtre. On n'a pas considéré le son à sa juste valeur. On l'a toujours mis à un endroit décor, un endroit subsidiaire pour accompagner l'action. Donc on sort les violons quand c'est triste. Donc ce que je voulais, c'était redonner au son une place plus forte, plus entière, une place qui participe davantage à la création de la mise en scène. La dramaturgie, tout simplement, ça veut dire l'organisation des actions. Alors, je me suis dit, est-ce qu'on peut organiser les actions non pas simplement autour du texte, de ce texte centrifuge, mais autour d'une autre composante qui est celle du son. Ça tombe bien, le son, ça peut être aussi le texte. Le son a une capacité de relation, de mise en relation. Il a une capacité, aujourd'hui à notre époque, de technologie formidable. Il y a un déploiement, un progrès technologique en son dont il faut s'emparer, mais il a aussi une capacité relationnelle, et puis même aujourd'hui, c'est ça qui m'intéresse beaucoup, culturelle. Donc la dramaturgie du son, il me semblait qu'il était temps d'en faire cas et de s'en emparer. Les chercheurs, les créateurs, les créatifs aussi s'installent rarement en région. Ils préfèrent les grands centres, ce qui n'est pas votre cas. Bah, ça l'a été. J'ai travaillé à Paris, j'ai travaillé à Marseille, j'ai un petit peu travaillé à Montréal. Mais je dois dire qu'en région, il y a des gens formidables. Et ce prix pour lequel je suis très très heureux, et je le partage avec ces gens formidables. Parce que ce sont des gens qui se mobilisent, encore une fois, pour défendre des principes assez courageux, je trouve, d'existence, mais aussi de démontrer que la recherche, elle peut avoir lieu, pas forcément depuis le centre, ou, comment dire, pas forcément dans une situation médiatique forte, mais qu'elle peut avoir lieu aussi à un endroit plus discret, plus éloigné. Au contraire, dans cet éloignement, ben, on arrive à avoir une sorte de distance, de regard plus large, où ben, finalement les actions vont peut-être plus loin. Finalement, l'impact avec le spectateur va peut-être plus loin. Finalement, la relation avec l'étudiant peut-être plus subtile, plus riche, parce qu'il y a un temps qui n'est pas le même. Donc, le temps, cet espace, fait qu'on a des recherches et des collaborations autour de ces recherches. Encore une fois, je tiens à le dire, ce prix, je le dois à tout un travail d'équipe avec des étudiants, des professionnels, des professeurs. Voilà, alors on arrive à faire une recherche avec un certain confort, oui. Moi, je crois beaucoup à ça, une certaine distance, un certain recul. Ça me stimule beaucoup aussi, ça.
Un beau plaidoyer, Madame la Présidente, pour les régions, n'est-ce pas? Au tour maintenant du récipiendaire du prix d'excellence en enseignement volet carrière, j'invite M. Gilles Bronchety, professeur au département d'anatomie de l'Université du Québec à Trois-Rivières, à m'accompagner en avant. Et là, je n'oublierai pas de vous donner le micro. Que je dois tenir bas. Ni trop bas, ni trop haut, je dirais environ 8-10 pouces. Je viens d'Europe, les pouces, je ne connais pas trop. Oui, c'est ça. J'y ai pensé après l'avoir dit, en plus. C'est ça. 15-20 cm. Moi, j'ai les deux cultures. J'espère que je vais vous poser une question, professeur Bronchety, qui n'est pas celle à laquelle vous vous attendiez, parce que vous avez... c'est pas vrai, c'est pas ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Écoutez, faites attention. Écoutez, vous avez, on va dire, vous avez remis à l'avant-plan, sinon au goût du jour, la nécessité d'enseigner l'anatomie dans un laboratoire, donc avec des corps. Pourquoi est-ce que ça avait été presque abandonné à peu près partout? Peut-être, je dirais, tout d'abord, je n'ai pas, c'est pas moi qui l'ai fait, j'ai participé à ça, c'est un mouvement qui se refait. Il faut voir qu'un laboratoire d'anatomie, c'est un laboratoire qui coûte cher. On va demander à Mme Ghazali combien ça nous coûte, là. On va attendre. Mais ça coûte cher. Ça demande des ressources qui sont très particulières, des corps, un programme de don de corps. Ça demande des spécialistes, que ce soit au niveau technique pour s'occuper de tout ça, des professeurs d'anatomie. Il n'y en a plus beaucoup, parce qu'un professeur d'anatomie doit se consacrer énormément à l'apprentissage dans son parcours, mais aussi à l'étude et à l'enseignement de l'anatomie, ce qui l'empêche d'être bon, si j'ose dire, dans tous les aspects de la carrière. Par exemple, il y a très peu de chercheurs anatomistes qui ont des dossiers de recherche avec 50, 60 publications. On est forcément plus limité. Donc, avec toutes ces difficultés qu'il y a, progresser dans un milieu universitaire en étant anatomiste et en faisant de l'anatomie humaine en laboratoire, ça représente beaucoup de... ça demande beaucoup d'efforts. Deuxième chose, l'anatomie a souvent été enseignée, et pendant très longtemps été enseignée comme un art. On a parlé d'artistes tout à l'heure. Oui, comme un art. Et comme une matière, à savoir la connaissance du corps humain, complètement indépendante des besoins de pourquoi connaître cette matière. Il fallait connaître l'anatomie, il fallait connaître toutes les branches de l'artère fémorale, il fallait connaître toutes les petites subtilités de telle veine ou de tel muscle. Pourquoi? Parce que. Et ça aussi fait tout un côté rébarbatif à l'enseignement de l'anatomie. Et donc, dans les années 80 du siècle dernier, dans les années 80, on a commencé à élaborer, bien sûr, beaucoup de programmes d'ordinateurs. Et ça s'est développé, comme on le sait tous ici, très rapidement, pour que dans les années, fin des années 80, début des années 90, on pensait qu'on pourrait remplacer le corps humain pour l'enseignement, bien sûr, par l'ordinateur. Merci de la précision. Et l'ordinateur, donc, pouvait permettre des rotations tridimensionnelles. On n'avait plus besoin de se salir les mains. On n'avait pas besoin de perdre du temps à disséquer un corps. Ça prend des heures et des heures. On n'a pas besoin de corps, on n'a pas besoin de laboratoire, on n'a pas besoin de techniciens. Alors, quelles étaient les lacunes que vous avez comblées avec le laboratoire? On en a terriblement besoin. Il y a des études qui ont été faites qui ont montré que si vous prenez un groupe d'étudiants que vous formez avec les logiciels les meilleurs qui soient de rotation tridimensionnelle, qu'ils tournent eux-mêmes avec leur souris, bien sûr, qui doivent suivre le territoire d'une artère. Ça a été fait, par exemple, dans les artères cérébrales. Et d'autres qui suivent la dissection, qui font la dissection de la même artère. Qu'ensuite, on les met devant l'obligation, l'un comme l'autre, de décrire cette artère. Il n'y a
aucune comparaison possible. Celui qui l'a disséqué la connaît intimement, l'a vécu. C'est un parcours qu'il a fait. L'autre reste bloqué à un moment ou à un autre, ça dépend de sa mémoire, ça dépend de ses capacités, mais a beaucoup moins de visualisation des choses. Avec l'anatomie, avec la médecine qui se développe, et quand je dis médecine, prenons tout le monde de la santé, énormément d'imagerie. L'imagerie médicale demande à un professionnel de regarder une coupe, une radio, une projection, donc, ou une coupe en tomodensitométrie, en scanner, et de comprendre ce que c'est. Mais pour comprendre cette coupe, c'est horriblement compliqué. Il faut connaître, il faut la recréer en 3 dimensions au total. Il faut reprendre l'image. Quand on ne l'a jamais vue en 3 dimensions, réellement. Quand on n'a jamais vu la chose. Quand on n'a jamais vu la chose. Quand on ne l'a jamais touchée. On ne peut pas. Et une des choses qui m'a frappée aussi, c'est que non seulement, en fait, on peut comprendre la nécessité d'avoir à toucher des corps par le fait que ce n'est pas seulement la médecine qui est intéressée par l'anatomie. Il y a plein d'autres programmes, plein d'autres endroits où on peut en avoir besoin et où, justement, vous pouvez aller avec les étudiants. J'ai jamais compté combien on avait de spécialistes différents qui venaient chez nous, mais c'est vraiment par dizaines. Et je vous dirais, je vais aller même dans ce qui pourrait paraître absurde. Ça, c'est pas encore au Québec qu'on l'a fait, mais je le faisais déjà à Lausanne. J'avais amené les étudiants du conservatoire de musique. On avait des groupes de formation pour des chanteurs qui se préparaient pour l'opéra, et on leur a démontré le système respiratoire. Ça a changé leur façon de faire. Et ils ont trouvé énormément d'avantages à ça. On a pris des pianistes et des violonistes et on leur a démontré la main, comment était faite la main. C'était passionnant. Tout le monde doit et a besoin de connaître l'anatomie. C'est absurde, la méconnaissance de l'anatomie. J'ai vu des gens, si on leur demande ce qu'ils ont dans le ventre, je ne demanderai pas à ceux qui sont ici. Professeur Branchetti, vous avez parlé longtemps sur la première réponse, donc je vous avais dit. Vous m'aviez prévenu, mais c'était intéressant, je vous ai laissé parler. La dernière chose que j'aimerais que vous me disiez assez brièvement quand même, c'est est-ce que le fait d'avoir un laboratoire d'anatomie, ça permet de prendre conscience de la beauté du corps et du respect qu'on doit avoir pour le corps humain? Pour ceux qui doivent l'étudier, oui. Évidemment. Oui, et à plusieurs niveaux. Je vais faire bref, même s'il y a plusieurs niveaux. Ça a toujours été une des critiques majeures qui a été faite par les spécialistes, anatomistes, chirurgiens particulièrement, sur l'abandon, contre l'abandon des laboratoires d'anatomie en médecine, et ça dans tous les pays du monde. Ça a été, écoutez, le médecin va être confronté à la mort. Souvent, les petits jeunes qui arrivent, 20 ans, ils n'ont pas vu de mort. Là, ils sont confrontés à la mort, à leur premier mort. Ils ne vont pas le ressusciter, mais ils vont l'apprivoiser. En même temps, ils vont apprendre de ces corps. En Chine, on appelle les corps sur lesquels on dissèque, on les appelle les enseignants morts. Et c'est vrai, c'est une bibliothèque extraordinaire. Donc, ça apprend à nous, comme aux étudiants, un respect énorme pour la beauté de notre corps. C'est tout. Ça veut dire 15 secondes. À 15 secondes, on est tous beaux, vu de l'intérieur. Merci beaucoup. Je vous en prie. Il m'avait prévenu. D'accord. Alors, notre 5e lauréat, donc, c'est celui qui reçoit cette année le prix d'excellence en enseignement volet réalisation. Alors, j'invite M. Guy Bélanger du département des sciences infirmières de l'Université du Québec à Rimouski. Bonjour, M. Bélanger. Oui, vous m'aviez dit d'ailleurs que vous seriez peut-être intéressé par un petit peu d'eau, ce qui est tout à fait légitime dans les circonstances.
Monsieur Bélanger, votre réalisation, c'est, je relis le texte, un outil novateur à valeur pédagogique, une boîte à outils technopédagogique. Je vous l'ai dit, je suis allée la voir sur Internet, la boîte à outils, et vous m'avez dit à ce moment-là, inutile. Oui. Ça ne vous servirait à rien. Oui. Mais pour vos étudiantes, parce que j'imagine qu'il y a plus d'étudiantes que d'étudiants, Oui. c'est très utile, mais comment? Pourquoi vous avez fait cette boîte à outils technopédagogique? Okay. Premièrement, si je vous ai dit ça, c'est parce que la boîte à outils technopédagogique prend la forme d'un site web qui est en accès libre. Mais quelqu'un qui va voir juste le site et qui parcourt les pages, ça ressemble tout simplement à une série de pages associées ensemble dans un site web comme un autre. Sauf que l'utilité de la boîte à outils, c'est un outil, en fait, qu'on a créé. Puis c'est pas juste un outil, c'est un recueil d'outils et c'est un recueil de tutoriels. Mais il contient, cette boîte à outils-là contient des outils qui sont organisés de manière sémantique pour l'étudiant et l'étudiante, de manière à pouvoir avoir accès directement à des outils d'aide, en fait, à chacune des étapes de la réalisation d'un travail d'universitaire. C'est une sorte de méthode, une aide à la... On apprenait la méthode quand j'étais au secondaire. Oui. C'est le cas maintenant. Non, ça va plus loin que la méthode QWERTY, là. Non, c'est plus que ça, mais c'est comme une aide au travail que doivent faire les étudiants. Oui. Par exemple... Et elles en avaient besoin. Oh, mon Dieu, oui. Écoutez, si le projet a vu le jour, c'était suite à des discussions de corridor qu'on avait entre professeurs. On se dit ensemble, mais vous ne trouvez pas que les travaux de ce temps-ci, il me semble que ça pourrait être mieux. Donc, mais pour pouvoir documenter ça, on a eu en fait une subvention de recherche pédagogique qui a démontré que les compétences informationnelles des étudiants et étudiantes en soins en sciences infirmières étaient en deçà du seuil de passage de 60 % si on les mesurait avec des instruments qui avaient déjà été utilisés. Et ce n'est pas unique aux sciences infirmières. Quand on compare avec l'ensemble des étudiants des universités, c'est comparable. Donc, on s'est dit, il faut faire quelque chose. Et donc, c'est à la suite de ce constat-là qu'on a documenté, qu'on a tenu des focus group auprès des étudiants, des étudiantes, auprès des professeurs, auprès des personnes chargées de cours, et qui en sont venus à nous faire comprendre que ça prendrait un outil comme celui-là. Et qui est à la base, mais ça vous prenait justement une base pour ça, une base de données pour qu'on puisse aller fouiller dedans et qu'on puisse aller utiliser les didacticiels, les tutoriels qu'il y avait à l'intérieur. Avez-vous eu des subventions pour faire ça? Oh. Oui. En fait, écoutez... Pas beaucoup, je pense. Non, écoutez, non, je veux rendre à César ce qui appartient à Cléopâtre. En fait, écoutez, pour tout vous dire, puis pour être vraiment transparent, en fait, la boîte à outils, c'est le résultat d'un fruit de collaboration, en tout cas, entre, je vais vous la nommer, Marie-Ève Montbeauvieux, qui est bibliothécaire à Lévis, et moi, qui est professeur à Rimouski, et on a obtenu, en fait, une subvention du décanat des études de premier cycle de 6 300 $. On a développé ça avec ça. OK? Mais si vous allez voir la boîte à outils, vous ne le croirez pas. En fait, pour vous donner une idée, Marie-Ève Montbeauvieux, elle a travaillé beaucoup sur ce qu'on appelle le développement d'un plan de concept. Donc, ça permet à un étudiant ou une étudiante de structurer, en fait, sa recherche avant même de débuter sa recherche documentaire. Donc, elle doit définir, par exemple, son sujet, elle doit définir ses concepts, elle doit définir ses synonymes. On lui donne, par exemple, accès à ce qu'on appelle dans le langage un mesh bilingue, qui lui permet d'aller voir, par exemple, quels sont les synonymes en anglais et en français qui sont utilisés dans les thésaurus, donc qu'elle peut reproduire dans une grille et qui, par la suite, on génère son énoncé de recherche qu'elle peut copier-coller dans un moteur de recherche auquel on lui donne accès directement aussi. Donc, ce qui est intéressant dans la boîte à outils, c'est qu'à toutes les étapes de votre travail, de la réalisation d'un travail universitaire, lorsque vous êtes à une étape particulière, sur une page, vous avez tout ce qu'il faut. Okay? Puis ça, c'est vraiment apprécié, en fait, des étudiants, des étudiants. Est-ce que vous faites des jaloux? Oui, on fait des jaloux. Est-ce que vous partagez? Oui, écoutez, premièrement, on fait des jaloux. Donne-moi une chance. Mais là où on fait le plus de jaloux, je vous dirais, ce n'est pas avec la boîte à outils. C'est en démontrant la collaboration qu'on a entre les professeurs, nous, en sciences infirmières, en fait,
à l'Université du Québec à Rimouski. Je vous dirais même avec les autres constituantes, parce qu'au deuxième cycle, on a des programmes réseau de sciences en sciences infirmières, et aussi sur la collaboration qu'on a entre les professeurs et les bibliothécaires. Ça, on fait beaucoup de jaloux. La boîte à outils, on ne fait pas beaucoup de jaloux avec la boîte à outils. Au contraire, on invite les gens à s'inscrire. C'est à accès libre. Et puis, je vous dirais que maintenant, bien, toutes les universités du Québec, au Québec, qui donnent le programme de formation en sciences infirmières, en fait, premier et deuxième cycle, sont intégrés dans la boîte à outils. Ça veut dire que les étudiants, une fois qu'ils arrivent sur la page principale, peuvent sélectionner leur institution d'attache. Okay? Récemment, on a même l'Université de Sherbrooke qui s'est liée à nous, et il y a 2 semaines, l'Université de Moncton. Ouais. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, je vous dirais aussi, dans les accès, écoutez, c'est pas Facebook, là. C'est une boîte à outils. Quand on va sur la boîte à outils, c'est parce qu'on a besoin d'aide pour faire les travaux. Et ça fait 3 sessions qu'on a mis le moteur de statistique de Google pour vérifier les accès. Écoutez, on est impressionnés, là. J'ai regardé encore récemment. On est rendu à 14 600 accès, okay, sur cette boîte à outils-là, dont 7 500 personnes différentes. Et 15 de ces accès-là proviennent de l'extérieur du Canada. Donc, le besoin aussi était oui. réel et Oui. en plus, ça fonctionne. Oui. La valeur des travaux a été augmentée d'autant. Ah, oui, malheureusement, on ne l'a pas mesuré encore. On aimerait bien le mesurer, mais on est un peu victime de notre succès parce que suite à la réalisation de la boîte à outils, on a obtenu une subvention FODAR qui est dans le but de mesurer et d'évaluer la qualité des pratiques de formation documentaire dans l'ensemble du réseau des UQ, donc tous les... Je cherche mon mot, là. Toutes les... Composantes. Oui, non, chercher les rubans. Okay. Sauf la télé université, évidemment. Et on travaille activement là-dessus actuellement. Et la collaboration, en fait, c'est vraiment propagé à l'ensemble du réseau aussi. Ça, c'est vraiment intéressant. Et ça va être notre force. Professeur Bélanger, merci beaucoup. Merci. Le 6e prix d'excellence récompense l'excellence en gestion volet carrière et il est remis cette année à la registraire de l'UQAM, Mme Brigitte Groux. Un verre d'eau? Je pense que je ne pourrais pas le tenir. D'accord. Je vais déjà m'arranger avec le micro, si vous voulez. Certainement. J'ai une voix qui porte, mais bon. Alors, Madame Groux, je dois vous avouer que quand on appelle le ou la registraire d'une université, on ne s'attend pas à une personnalité pétillante comme vous. Parce que vous ne les voyez pas, ils sont au téléphone. Ils sont souvent au téléphone et mon expérience de 2 ou 3 registraires n'était pas celle que j'ai eue au téléphone avec vous. On pense plutôt à des gens qui sont plus sévères, qui sont sérieux, qui sont un petit peu plus rigides, qui doivent peut-être faire régner l'ordre. C'est l'idée qu'on se fait quand on est étudiant, bien évidemment. Ouais. Et ce n'est pas ce qui s'est passé avec vous. Je dirais que vous n'êtes pas la registraire typique, et entre autres parce que votre parcours a commencé dans les ressources humaines. Est-ce que je me trompe? Vous ne vous trompez pas. Est-ce que je suis la registraire typique? Je ne le sais pas. En effet, je vous dirais que mes collègues, en tout cas du moins certains de mes collègues, ont peut-être des formations plus classiques pour être registraire, plus statistiques, plus... bon, moi, j'ai un parcours qui est plus RH. Évidemment, je viens du domaine des ressources humaines. J'ai été directrice du personnel enseignant pendant 14 ans. Alors, c'est sûr que par ailleurs, on peut faire plein de parallèles là, entre ce que je fais maintenant et la job de registraire. Mais je pense qu'il n'y a pas un étudiant au monde, quand il fait ses études, qui pense qu'il va devenir registraire d'une université. Là. C'est pas un métier, ça, comme il y en a quand même autres. peu, hein? Il y en a quand même peu. Ceci étant dit, bon, je pense que je vous l'avais un peu dit, puis je peux le répéter, l'UQAM, pour ça, c'est une boîte formidable. Alors, on peut être 14 ans directrice du personnel enseignant, puis finir sa carrière pour les 10 années suivantes comme registraire. C'est assez exceptionnel d'être au service des professeurs, puis par la suite au service des étudiants. En fait, c'est que vous avez pu accéder à de très hautes fonctions, alors que vous ne vous destiniez pas à ça. Pas du tout. Pas du tout. Non, mais il faut le dire en toute honnêteté, j'ai beaucoup d'humilité, là. Et ça, c'est assez génial de pouvoir passer avec un baccalauréat. J'ai une maîtrise pas complétée et je le dis toujours sans problème, surtout rendu où je suis rendue dans ma carrière. Mais l'expérience a fait, et les mentors que j'ai eus, j'en ai beaucoup dans la salle d'ailleurs, m'ont appris à faire ce métier, à être ce que je suis en gestion. En fait, moi, je suis une spécialiste de la gestion des équipes.
la gestion des ressources humaines, la gestion des projets. Alors que le projet, il soit la gestion des gens ou que ce soit la gestion des étudiants et du cheminement, c'est le projet. Mais c'est aussi parce que vous êtes quelqu'un pour qui la formation continue, Oui. c'est quelque chose d'important. Bien, en fait, je vous dirais bien sûr, parce que un peu complexé de ne pas avoir terminé des études quand on est registraire maintenant, j'ai beaucoup investi, et encore aujourd'hui, ma patronne est dans la salle, elle pourrait le dire, dans la formation. Alors moi, je suis beaucoup de formation. Alors, c'est une façon pour moi de tenir mes compétences à jour en matière académique, mais surtout en matière de gestion, bien entendu. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'encourage beaucoup chez mon personnel. Donc, et ça aussi, quel meilleur endroit qu'une université pour pouvoir aller suivre des formations, bien entendu. Puis, il y a ce début dans les ressources humaines, est-ce que ça transparaît ensuite dans la gestion? Pour la registraire? Moi, je vous dirais que oui. Alors, quand je vous disiez, vous n'êtes peut-être pas une registraire qui avait le cursus standard. Bien, je vous dirais que c'est un gros service, le registrariat. Alors, gérer 65, 70, par période 80 personnes, moi, je pense que tous mes acquis ou mon bagage en RH ou en ressources humaines, en développement organisationnel, en développement, en motivation, en leadership, bien, je les plante puis je les transporte dans un autre milieu. Alors, je vous dirais qu'à la limite, je gère plus des ressources humaines maintenant que je le faisais comme directrice du personnel enseignant. Parce que je ne gère pas 1000 profs, moi, là. J'ai jamais eu la prétention de faire ça. C'est pas du tout le même genre de travail. Là, les gens, ils sont directement sous moi. Ils travaillent avec moi. On se motive ensemble, on fait des projets. Et votre approche, elle est... Je parlais de rigidité tantôt. Je suis pas rigide. Je suis pas rigide, ça c'est sûr. Maintenant, il faut faire attention, rigide, rigueur. Là, bon, on peut jouer un petit peu sur les mots. Si j'étais pas une registraire un tant soit peu rigoureuse, je ne serais pas là. Vous ne resteriez pas. Je ne resterai pas. Alors, écoutez, j'ai des responsabilités trop importantes, là. Responsable de déclarer les clientèles d'une université, de faire régner l'équité en matière de conditions d'admission, de cursus universitaire. Bien sûr que ça prend une certaine rigueur. Mais bon, une fois qu'on a dit ça, des règlements, ça s'interprète, ça a des solutions novatrices, ça se trouve. Ça, c'est certainement quelque chose que j'encourage chez tout mon personnel qui travaille avec les académiques, qui travaille avec les services. On ne dit pas non et c'est tout. On ne dit jamais non et c'est tout. On dit non, on comprend, on écoute, puis on essaie de voir. Et comme on a une université géniale à cet égard, tu ne peux pas rentrer là, mais tu peux peut-être être étudiant libre, tu peux peut-être faire un cursus un peu différent. L'UQ encourage ça aussi beaucoup. On est des universités où il y a de la place pour des cheminements. Et à ce compte-là, bien, il faut être au service des facultés et des étudiants. Et un des projets que vous avez mené à bien, je pense, c'est en fait, ou que vous êtes en train de le faire, je n'ai pas bien vu si c'était terminé, mais on parlait de virage vert et de faire le virage vert, c'est très à la mode, hein, un peu partout, de toute façon. Bien là, c'est un virage vert obligé, bien sûr, dans bien des sens du terme, parce que, bon, d'abord, les étudiants, ils ne veulent plus qu'on leur en envoie des papiers, là. Alors, non, mais ça, c'est... Je badine à peine. Un, ça coûte cher. Deux, ils n'en veulent plus, parce qu'ils arrivent de plus en plus d'un univers où ils n'en ont pas eu. Alors, évidemment, quand on essaie de leur envoyer des trucs par la poste, ils nous les retournent, pratiquement. Donc, l'idée, c'est d'essayer de devenir un registraire sans papier. C'est un grand défi. J'ai des collègues à l'UQTR que j'encourage beaucoup, que j'envie, parce qu'il y a des gens qui ont pris un virage qu'on va prendre, nous aussi, qu'on est en train de prendre. Et ça, écoutez, moi, je dis tout le temps... Oui, c'est un gros défi, mais en même temps, on n'est pas obligé de le faire tout d'un coup. On peut en prendre des bouchées. Alors, c'est comme ça que moi, j'essaie de le faire avec l'équipe, parce que sinon, on regarde ça et on se dit, oh, on n'y arrivera jamais. Alors, on coupe les tranches d'éléphant. C'est un petit peu votre marque, ça, ma méthode. Votre méthode, prendre des bouchées, ça, pour le virage vert, pour le portail étudiant aussi. Idem. D'ailleurs, on est en train de faire un vrai portail maintenant. Mais l'idée, c'est de faire des bouts. Puis quand on additionne les bouts, ça fait quelque chose qui n'est pas si mal, finalement. Fait que vous aussi, vous ne vous laissez pas dire non. Ben, je ne sais pas. Il y a bien des gens dans la salle. Je ne sais pas s'ils diraient que je me laisse dire non. Disons que je suis capable d'argumenter. Je dirais ça comme ça. Madame Groux, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Ce n'est pas la registraire typique, je maintiens.
Et finalement, le prix d'excellence en gestion volet réalisation est remis cette année au directeur des services aux étudiants de l'Université du Québec à Rimouski, encore une fois, M. Bernard Ouellette, et à son équipe. Je ne les nommerai pas, vous pourrez peut-être le faire. M. Ouellette, je vous invite à venir me rejoindre. Un peu d'eau? Non. Non, ça va? Je vous le donne, en fait. Mais vous me le rendez à la fin. Votre projet, que je ne vous demanderai pas de décrire, je vais le résumer simplement, c'est qu'après le tremblement de terre en Haïti en janvier 2010, vous avez pris la décision de... Et je ne vous enlèverai pas du temps là-dessus. Vous avez pris la décision d'accueillir une dizaine d'étudiants haïtiens pour qu'ils puissent venir compléter des cours universitaires à l'université. Vous les avez pris en charge, vous avez tout pris en charge. Hein. On comprend le financement, l'installation, l'intégration, l'accompagnement, le support académique, etc. Quelle était votre motivation et celle de votre équipe pour faire ça? Bon, d'abord, la motivation qu'on avait à l'UQAR, on sait que l'Université du Québec à Rimouski est une université qui se dit à dimension humaine. On est très près des étudiants et ça nous a touché beaucoup. On avait déjà des étudiants haïtiens qui étudiaient à l'UQAR. Et un tout petit comité, vice-recteur d'administration ressources humaines, directeur des communications et moi, on s'est rencontrés, puis on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Et, bon, évidemment, on ne pouvait pas envoyer des équipes de professeurs, on ne pouvait pas envoyer des laboratoires. On savait que le pays était en chaos. Et finalement, ce qu'on a décidé, c'est pourquoi on n'accueillerait pas des étudiants qui ne sont plus en mesure de poursuivre leur parcours universitaire en Haïti. C'est l'idée de base et qui a été acceptée par la direction, qui a été partagée par toute la communauté universitaire. C'est vraiment un projet de la communauté. Et normalement, mon équipe au service aux étudiants, parce qu'on a été impliqués, et on l'est encore, parce qu'il y a encore des étudiants qui sont aux études supérieures. Normalement, mon équipe aurait pu être ici aujourd'hui, mais probablement que c'est le recteur et le directeur du service étudiant sont les seuls qui peuvent s'absenter lors d'une journée de rentrée scolaire. Et on est en pleine rentrée, donc c'était impossible que mon équipe puisse être ici aujourd'hui. Ça a été, il faut le dire, là, parce qu'après avoir lu le dossier de candidature, ça a été toute une aventure. Et vous ne vous doutiez pas à quel point ça allait être éprouvant pour vous et pour votre équipe. Oui, c'était une aventure insoupçonnée, effectivement. Plusieurs des étudiants qu'on a accueillis, ce qu'on s'est rendu compte par la suite, parce qu'ils ne parlaient pas beaucoup, il a fallu d'abord établir les contacts avec l'Université d'Haïti. Et plusieurs des étudiants étaient en état de choc post-traumatique lorsqu'ils sont arrivés. Et ça a été tout un accompagnement, bâtir l'intégration sociale et académique, mettre en place toutes les mesures d'aide pour supporter ces étudiants-là et leur permettre de réussir un parcours, parce que c'est un défi que l'institution s'était donné. Et l'accompagnement devait se faire aussi à plusieurs niveaux, pas seulement académique, ce pas seulement des étudiants, ce sont aussi des personnes. Ce sont aussi des personnes qui ont perdu des parents dans le tremblement de terre, qui ont perdu des consoeurs, des confrères de classe, qui ont vu leur université s'écrouler. C'est vraiment ces gens-là qu'on a accueillis. Ils avaient à peu près tous une toute petite valise de 12 pouces de large quand ils sont arrivés. On est allé les chercher à l'aéroport. Il a fallu évidemment organiser le transport. Dans une période comme celle-là pour Haïti, on peut juste s'imaginer comment ça peut être difficile d'obtenir des permis d'études, d'être capable d'obtenir un CAQ. Donc, toutes ces démarches-là se sont faites très, très rapidement. Le tremblement de terre est arrivé le 10 ou le 12 janvier, je pense, 2010. Et en septembre, les étudiants étaient en nos murs. Et on est maintenant 4 ans plus tard, Oui. et tous, s'ils n'ont pas terminé le baccalauréat, tous au moins terminent des études. Tous terminent des études, 2 au niveau collégial, parce qu'il y a eu des difficultés académiques dans le parcours, mais tous terminent des études. On a aussi intégré 2 nouveaux étudiants dans le programme, dans les programmes pour les étudiants haïtiens en cours de route. Et actuellement, on a 4 étudiants à la maîtrise. Et une qui termine, qui, elle, a fait des années collégiales avant d'arriver à l'université, qui poursuit son cheminement avec nous. Vous aviez déjà 400 étudiants étrangers à l'université. Oui. 10 de plus, ça a fait quand même, c'était quand même si différent que ça?
C'était, en fait, les étudiants étrangers qu'on avait, beaucoup sont français, donc Mais vous aviez la l'intégration. connaissance de l'intégration Effectivement. de gens qui viennent d'autres cultures, d'autres pays. C'était quand même beaucoup plus difficile. On ne pouvait pas se douter ce que ces individus-là avaient traversé dans leur vie de jeunes adultes. Et il faut voir qu'eux autres, là, traversaient la planète pour venir étudier au Québec. Il y a eu une sélection de fait avec l'Université d'État qui nous a aidés. On a eu une délégation de l'UQAR. On s'est rendu en Haïti pour faire cette sélection-là. Et je vous dirais que la première année est extrêmement difficile. Déjà, pour n'importe quel étudiant étranger, arrivé au Québec, quand tu pars d'une température de plus 40 à moins 20, moins 30, le niveau de luminosité qui est excessivement important, l'alimentation qui est beaucoup plus salée au Québec. Bon, il y a eu tous les problèmes de santé et évidemment tous les problèmes d'intégration et psychologiques aussi. Est-ce que vous avez développé une expertise qui peut ensuite se répercuter dans d'autres projets ou c'était une fois et c'est terminé? Non, ça nous a, je dirais, au service aux étudiants, parce qu'une fois arrivés, c'est beaucoup les services aux étudiants qui ont pris en charge ces étudiants-là. On a eu une collaboration exceptionnelle des professeurs, des auxiliaires de recherche pour le suivi, mais ça nous a permis de mieux travailler avec les étudiants, de mieux décoder, de mieux détecter les étudiants qui pourraient être en difficulté, des étudiants étrangers. Il ne faut pas s'attendre à ce que les étudiants étrangers viennent nous voir et disent « Yo, j'ai de la difficulté à dormir, je ne mange pas, je m'ennuie, j'étudie pas. » Il faut être devant eux, il faut avoir des indices qui vont nous permettre de les aider rapidement et de les prendre en charge. Parce que quand ils frappent le mur aux examens de mi-session et puis ils ont des échecs dans tous les cours, ça devient excessivement difficile. Et est-ce que ça recommence? Est-ce que vous en faites d'autres projets comme celui-là? Ou est-ce que, pour l'instant, vous prenez ce que vous avez, puis... Pour l'instant, on va rendre à bon port ce projet-là. C'est l'objectif. Mais vous pourrez partager avec d'autres qui On peut pourraient... partager. On a déjà discuté avec d'autres établissements parce qu'on échange beaucoup au niveau des directions de services aux étudiants. Et ce qui est beau dans ce projet-là, c'est que ça a impliqué l'ensemble de la communauté. Les syndicats, parce que toute la dimension du logement, des frais de scolarité, la prise en charge et tout ça, il y a eu une levée de fonds importante de la communauté et de l'interne à la fondation de l'UQAR. Vraiment, c'est un projet qui rejaillit sur l'ensemble de la communauté universitaire. C'est pour ça que je suis fier de prendre ce prix, mais de le partager avec l'ensemble de la communauté. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. C'est ce qui met un terme à ma partie. Un grand merci, Mme Thibault, pour ces entrevues. Demeurez avec nous, s'il vous plaît. Oui. Ça nous a permis de mieux apprécier la contribution de chacun de nos lauréats. Je vous demanderai donc de revenir à l'avant, s'il vous plaît, pour la remise des prix. J'invite également la présidente de l'Université du Québec, Mme Beauchamp, à venir nous rejoindre. Nous allons maintenant inviter chacun des lauréats, accompagné de son chef d'établissement, à venir à l'avant pour recevoir son prix. Madame Monique Régimbal-Zébert, lauréate du prix d'excellence en recherche et création volet carrière. Voulez-vous, s'il vous plaît, nous rejoindre avec le recteur de votre établissement, M. Robert Proulx? Oui, c'est vrai, d'abord, c'est vrai. Madame... Merci. Monsieur Gilles Bronchety, lauréat du prix d'excellence en enseignement volet carrière. Vers le côté, s'il vous plaît. Monsieur Gilles Bronchety, voulez-vous, s'il vous plaît, vous approcher, ainsi que Mme Gazali, rectrice de l'Université du Québec à Trois-Rivières. C'est plus transparent que le corps humain. Félicitations.
Monsieur Marc-André Bernier ne pouvait être avec nous. J'invite Mme Hélène Marcotte, directrice du département des lettres et communications sociales de l'UQTR, à venir nous rejoindre. Nous avons appris la présence de Mme Marcotte aujourd'hui même. Le prix sera remis par la suite à M. Bernier. Alors, pour M. Bernier. Félicitations. Monsieur Guy Bélanger, lauréat du prix d'excellence en enseignement volet réalisation. Voulez-vous, s'il vous plaît, vous avancer avec le recteur de votre établissement, Monsieur Jean-Pierre Ouellette. Voilà. Félicitations. Madame Brigitte Gros, lauréate du prix d'excellence en gestion volet carrière. Voulez-vous, s'il vous plaît, vous joindre à nous avec Monsieur Proulx? Monsieur Bernard Ouellette, je vous invite à venir recevoir, en votre nom et au nom des membres de votre équipe, Isabelle Béchin, Annie Duchesne, Régis Beaulieu et Étienne Michaud, le prix d'excellence en gestion volet carrière. Monsieur Ouellette. Monsieur Jean-Paul Keinec n'étant pas avec nous pour recevoir son prix, nous allons le lui faire parvenir prochainement. Alors, encore une fois, félicitations aux lauréats. Merci. Vous pouvez retourner vous asseoir. Merci. Merci, Madame la Présidente. Et encore une fois, merci, Madame Thibault, et je vous souhaite une belle poursuite de votre carrière et non de votre courrier. Alors, si vous voulez prendre place.